D'accord. Bonjour à tous, moi je suis Pank, je ne sais pas si vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas. Je suis praticien en hypnose, praticien en PNL, je suis NLP trainer, c'est-à-dire formateur en PNL. Je suis formateur en hypnose, je fais aussi tout ce qui est travaux en énergétique. Donc mon travail est surtout basé pour l'aide à la personne. Pas vraiment, j'aime pas le terme thérapeute parce que je trouve que le terme thérapeute met trop de poids sur une personne, alors que une thérapie c'est un partage avec son partenaire. Donc pour moi je suis un praticien, je pratique une méthode et je mets en connexion les potentialités et les capacités extraordinaires qu'ont chacun des êtres humains. Après avec nos chemins de vie, avec notre manière de fonctionner. Alors soit on va en tout cas parler de ce qu'est la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous parle? Un petit peu. Un petit peu. Le bouquin là-dessus. D'accord. Déjà me redire. Ok, alors, la programmation neurolinguistique, ça s'est développé pas mal dans les années 70. Ça a été mis en place par deux personnes qui s'appellent Richard Bandler et John Grinder, qui sont deux Américains. Alors après, il y a plein d'histoires sur leur vie, mais de manière générale, ils ont voulu comprendre comment parvenir au succès et à la réussite. Comment des personnes qui sont potentiellement douées ou qui ont un gros succès, que ce soit en business, que ce soit au niveau thérapeutique, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la politique, comment ils fonctionnent. Parce qu'ils sont partis d'une idée super simple, de se dire, ok, si quelqu'un arrive à réussir, ou quelqu'un arrive à aller bien, quelqu'un arrive à se transformer, quelqu'un arrive à évoluer, c'est que derrière il met en place un processus physique, mental, psychique, émotionnel, qui va permettre d'être dans le succès. Quelqu'un qui est dans le succès répète toujours les mêmes schémas. Et on dit, ah bah ouais, mais lui il réussit tout ce qu'il fait. C'est normal parce qu'il est dans une dynamique. Et eux, ils ont voulu comprendre comment on peut acquérir ce succès. Le succès perso, le succès émotionnel, le succès thérapeutique, etc. Donc ils ont commencé à observer, à l'époque surtout, des grands communicants et toute la tendance de Palo Alto. Vous avez déjà entendu parler de l'école de Palo Alto aux États-Unis, au sud de la Californie. Il y a Palo Alto qui était là où s'est développé en fait tout ce qu'on appelle les thérapies brèves. La thérapie familiale s'est développée là-bas aussi. C'est vraiment un endroit aux États-Unis où dans les années 60-70, sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle Gregory Bateson, il y a eu un grand mouvement de découverte et de redécouverte de la psyché et comment faire pour optimiser, parce que pour eux à l'époque ils étaient en remise en question assez importante de la notion de l'analytique, tout ce qui est psychanalyse, la psychologie, où ils disaient oui c'est bien mais ça reste long et c'est pas forcément tout le temps en termes de performance, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Donc il y a, dans cette tendance-là, Richard Bandler et John Grinder ont commencé à suivre, type Gregory Bateson, à suivre Chomsky, si vous connaissez un peu Chomsky, à suivre beaucoup de personnes qui avaient vraiment un gros charisme et une grande réussite. Et ils se sont axés après principalement sur trois thérapeutes, qui a été Virginia Satir, qui a été donc la femme qui a créé la thérapie familiale, une femme extraordinaire. Donc qui elle, au niveau de la communication, elle avait un truc fabuleux, parce que pour réussir à reconnecter des familles qui sont dissociées, qui ont des vrais problèmes, quand on le fait en one-to-one, en 1 à 1, c'est simple entre guillemets, on arrive à créer un rapport. Mais quand il y a une famille et qu'il y a des tensions, des dissensions, donc elle avait cette qualité de recréer, de recadrer et de remettre en phase les gens. Et ça, ils se sont dit waouh, comment une personne comme elle le fait. Donc ils ont commencé à analyser ces séances, ils l'ont filmé, ils ont commencé à observer et à découvrir un peu comment elle fonctionnait. Ils ont fait ça aussi avec un autre grand monsieur qui alors lui faisait plus de l'analytique, qui s'appelle Fritz Perls. Fritz Perls, il a créé la Gestalt thérapie, pour ceux qui connaissent, donc qui est une forme d'analytique, mais Perls était un génie. Un génie dans tout le sens du terme, c'est-à-dire qu'il était complètement barré aussi. Il a été reconnu en Gestalt, sa méthode a été reconnue, il avait 70 ans. Et c'est les groupes hippies qui ont vachement reconnu son cheminement, parce qu'il a eu des phases
haut, bas, haut, très très bas, et, mais génial, quoi. C'est vraiment un type extraordinaire. Et lui, il avait une notion par rapport à la communication qui était vraiment extraordinaire, et il avait ce qu'on appelle beaucoup les reflets empathiques. Donc il n'avait pas du tout le rôle d'un thérapeute. D'accord, oui, ah, tout à fait, je comprends. Il n'était pas en passif, il était beaucoup dans l'action, l'échange. D'ailleurs, c'est lui qui avait créé, quoi, qui a beaucoup renouvelé, vous savez, on tape dans un coussin. C'est Gestalt à fond, ça. Tu vas projeter ta colère, ton émotion, ton truc. C'est gestaltique, c'est vraiment un truc mis en place. Donc lui aussi, un génie. Ils se sont dit, waouh, super ce qu'il fait, on aime bien. Ils sont allés voir, ils sont allés étudier ce qu'il fait. Et surtout, celui qu'ils ont le plus étudié, c'est Milton Erickson. Donc Milton Erickson, qui est un hypnothérapeute, qui était psychiatre également. Erickson, un autre génie de son temps, alors lui, il a fait une forme d'hypnose qui était assez extraordinaire parce qu'il a développé complètement une hypnose par le verbe. Il n'y avait plus du tout de toucher, il n'y avait plus du tout, comme faisaient les anciens en classique, il a dû s'adapter parce qu'à un moment l'hypnose était interdite pour un psychiatre, donc il a dû adapter ça au travers du verbe, du mot, donc il a vraiment construit une forme d'hypnose qui était très souple. D'ailleurs, on appelle son hypnose, en France on appelle ça de l'éricksonien, aux États-Unis on parle plus facilement d'hypnose conversationnelle. Et la PNL, c'est un conglomérat de tout ça. Mais c'est surtout la modélisation de comment faire pour être performant, pour mieux communiquer. À mon sens, et vous verrez, il y a différentes définitions selon les groupes de PNL. La PNL, c'est un outil pour mieux communiquer avec les autres et avec soi-même. Ce qui donne vraiment deux choses distinctes. C'est-à-dire que quand on étudie la PNL, on va étudier comment aller en rapport avec les autres, comment on va échanger avec les autres, comment on va avancer avec les autres, avec des objectifs. Parce que, je vous expliquerai un peu après, mais toute communication a un objectif. Vous ne pouvez pas créer, ou d'ailleurs ne pas créer une communication, parce que quoi qu'il arrive, vous allez communiquer. Vous ne parlez pas, mais vous bougez, vous regardez, vous avez un souffle, vous avez des gestes, ça crée une communication, même s'il n'y a pas de mots derrière. Et donc, derrière un échange entre des humains, il y a un objectif. Même si l'objectif est « je veux passer un bon moment ». Mais c'est un objectif. Je veux échanger pour me faire plaisir, je veux échanger pour apprendre, je veux échanger. On aura toujours un objectif. Par rapport à ça, il y a donc comment mieux communiquer vers les gens, comment mieux faire passer ces messages, comment mieux apporter des choses positives aux gens. Donc ça s'est énormément développé, cette facette-là, en termes de business, énormément. Tous les programmes de formation des vendeurs, il y a de la PNL dedans. C'est bon, votre client arrive. Super. Mettez-vous au même rythme que lui. Si commencez à prendre un petit peu ses gestes, reprenez ses mots. Il y a des trucs tout bêtes, hein, mais qui fait que ça crée de la confiance. Je vous expliquerai après, c'est le principe du rapport. Après, ça s'est énormément développé alors, en entreprise. Après, il y a également la mise en rapport plus pour des groupes, on va dire tout ce qui est coaching, donc des personnes qui vont aider d'autres personnes, parce qu'avoir un rapport juste, un échange juste, le mot qui va pouvoir faire la différence, tiens, se dire waouh, j'y avais jamais pensé, ou entraîner la personne à penser une chose qu'elle a en lui, mais nous on va pas lui dire, mais on entraîne au travers de nos verbes, de manière de nous comporter vers sa solution, parce que c'est ça l'idéal du thérapeute. Nous on ne donne pas de réponse. C'est les gens qui trouvent leur réponse et changent ce qu'on appelle des patterns en américain, c'est-à-dire des schémas. Schémas mentaux, schémas psychiques, schémas émotionnels. Et c'est la personne qui se transforme elle-même. Nous, on l'entraîne à changer. Donc ça a été sur, on va dire, la communication externe. Et puis, il y a tout le travail qui est beaucoup plus utilisé par les thérapeutes, qui va être un travail sur le changement interne de la personne. Donc, comment mieux gérer ses émotions, enlever une phobie, enlever un stress, calmer une addiction. J'ai bien aimé, j'ai un de mes contacts qui est au Québec, qui s'appelle Loïc Dion, donc qui est certifié PNL, et la dernière fois il mettait un commentaire, hein, il dit la PNL est une métadiscipline, donc une discipline globale qui s'adapte à toutes les autres disciplines. Et je trouve que c'est vraiment ça, la PNL, c'est comment mieux communiquer. Et vu que à partir du moment où on communique dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, bah, être plus en phase avec les personnes avec qui on est en contact,
P, ça veut dire. Pardon? P, c'est. P, c'est PNL. PNL. Oui, c'est programmation neurolinguistique. Comment? Programmation neurolinguistique. Programmation. Donc, cette notion-là, elle peut s'inclure à toutes les disciplines. Et c'est ça qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément axé sur un plan. Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver aussi bien dans le business, aussi bien dans les formes thérapeutiques, aussi bien dans le développement personnel, aussi bien dans la communication. Ça se retrouve dans plein de domaines. On en prend des parcelles, mais ça permet vraiment d'avoir une notion de connexion qui est vraiment intéressante. Un des principes donc fondateurs de cette discipline est la modélisation. Pour eux, n'importe qui est capable de faire ce que quelqu'un d'autre fait. Si par exemple, je veux être champion de tir, là je reprends l'exemple d'un grand monsieur de la PNL qui s'appelle Anthony Robbins. Robbins, il dit, bah voilà, moi, il avait 25 ans, il voulait montrer que la PNL fonctionnait, il est allé à l'armée, et il dit, bon bah moi je peux faire en sorte que vos petits gars, vos militaires, ils tirent mieux. Ok, d'accord. Bon, théoriquement, il devait être accompagné de John Grinder, qui était l'un des deux fondateurs, mais Grinder n'a pas pu venir, pas de bol. Donc il s'est retrouvé face à des soldats, et lui, il tirait jamais, il connaissait rien. Donc, il explique bien, il dit, bah moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux meilleurs de me montrer exactement tout ce qu'ils font. Même le rituel de départ de je vais faire ça 3 fois parce que je pense que ça marche. Et il a commencé à prendre sur les 3 meilleurs leur manière exacte de fonctionner. De ça, il a commencé à recouper parce que, en général, les meilleurs font quasiment toujours la même chose. Et il en a pris l'essence. Et après, lui-même a prouvé, donc je crois qu'il s'était laissé 2-3 semaines pour donner en gros un protocole à faire pour mieux tirer. Et lui-même arrivait à avoir des notes super en tir alors qu'il n'avait jamais tiré auparavant. Et il disait, l'intérêt c'est de modéliser les gens. Prenez les gens qui sont performants autour de vous, prenez les gens qui ont réussi, prenez quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas et vous dire, mais je suis capable de l'avoir. Maintenant, comment je peux être capable de l'avoir? Ben, en apprenant exactement sa recette. Si vous n'êtes pas un super grand pâtissier, mais que vous voulez faire une bonne pâtisserie, vous allez prendre la recette de quelqu'un que vous estimez. Et même si au départ, c'est pas exactement, parce qu'on n'a pas encore le tour de main, parce qu'on n'est pas encore en phase complètement avec ça, si on a suivi mot pour mot, au bout de 3 minutes, tu mets l'œuf, puis après tu fais ça, tu tournes plutôt comme ça, plutôt que de cette manière, si vous avez vraiment suivi ce qui vous a été dit, vous êtes forte chance que ce que vous avez préparé va correspondre, en tout cas vraiment de manière sensiblement similaire à celui de quelqu'un qui est doué et très performant. Moi je dirais pas ça. Je dirais que pour la cuisine, la des choses, il faut mettre de sa personnalité. D'accord. Vous pouvez ne pas suivre de recette, quoi que ce soit, mais c'est la personnalité, c'est le caractère que vous avez. Et si vous voulez réussir, il faut le vouloir. Sinon, je vous suis pouvez d'accord. bien avoir n'importe quelle recette. Je suis d'accord. Maintenant, d'un point de vue purement technique, si quelqu'un qui veut faire un gâteau, il a l'envie. C'est ce qu'on appelle un objectif. J'ai envie de faire un bon gâteau. Donc là, on retrouve votre énergie, justement cette personnalité. Et après, moi, je suis pas bon là-dedans. Si j'ai envie, bah, je vais prendre le modèle de ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire. Et à partir de là, avec mon intention plus la technique que je vais prendre des gens qui sont bons, j'ai de fortes chances de mieux faire que de faire en feeling, sachant que je ne sais pas faire de gâteau. Et que même si j'avais une bonne intention, et que je prends une recette lambda, juste on me dit bah tu fais ça, mais que c'est pas précis, il y a peu de chances que la stratégie que je vais mettre en place me donne un mec qui soit bon. Même si j'ai une bonne intention, parce que je suis pas doué là-dedans, en tout cas pour l'instant. Et là, c'est vraiment cette notion de on prend la stratégie, on prend le protocole, on va le sublimer, faire en sorte de trouver vraiment les points fondamentaux, et à partir de là, performer par rapport à ça. Et on peut le faire sur toutes les choses, c'est-à-dire qu'un sportif, il fonctionne toujours pareil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec les années, si vous regardez les performances sportives, de toutes les équipes, de tout le monde, les perfs ont augmenté. Parce que tout le monde a changé son mode d'entraînement. Parce qu'on s'entraîne de plus en plus dans une forme de perfection. Et vu que les gens vont chercher
la performance, ils vont chercher ce que les meilleurs ont fait. Les meilleurs ont fait, ils sont entraînés de telle manière, donc les équipes nationales vont faire comme pour performer de plus en plus. C'est pour ça qu'on, petit à petit, on arrive à aller de plus en plus haut dans différentes disciplines. Je prends le sport, je prends la cuisine, je prends n'importe quoi. Mais c'est vraiment cette notion-là. Je vais modéliser la réussite. Là, c'est sur l'externe. Mais sur quelqu'un qui est en paix, ok, comment tu fais pour te détendre? Comment tu fais pour te sentir bien? Ah bah moi je respire comme si, je fais ça. Et à partir de là, commencer à avoir un départ de modèle initial et de pouvoir aller vers une performance, une réussite et un mieux-être. C'est la base pure et simple de la PNL. Je modélise les capacités et les possibilités de mes partenaires. Et à partir de là, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Si on reprend à la base un enseignement et qu'on reprend du début à la fin sans prendre ce que les autres ont fait, on va perdre du temps et c'est pas dit qu'on arrivera au même conclusion. Donc autant prendre ce qui a été fait de mieux, de faire comme au départ, pour l'assimiler, pour commencer à le faire, et après donner justement ce que l'on est nous personnellement le plus possible pour l'intégrer complètement. Mais on s'approchera de plus en plus de quelque chose qui est juste bon et parfait. D'accord ? À partir de là, ils ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle des présupposés. Pour eux, en PNL, je ne vais pas vous parler de tous les présupposés, mais il y a des présupposés qui sont intéressants comme tout être humain, quoi qu'il arrive, toute rencontre avec des humains, il ne peut pas y avoir de non-communication. Tous les humains communiquent entre eux, même en se taisant, même à distance. Il y a les gestes, il y a l'énergie qu'on émet, il y a le charisme qu'on va avoir, il y a les gestes, les émotions, il y a tout fait que l'on communique. Deux personnes qui ne parlent pas parce qu'ils se font la tête, on va sentir que les gens se font la tête et leur manière de se comporter va faire qu'il y a une communication, qu'on le veuille ou non. Après, si on va plus loin, et là c'est pas de la PNL, mais c'est ce que Paul Ekman avait mis en avant, c'est tout ce qui est micro-expression du visage. Le corps parle tout le temps. Tout le temps. On a tout le temps un body language, donc un langage corporel qui va être émis et donc qui va donner des éléments d'information qui va nous permettre donc automatiquement de comprendre ou en tout cas de mieux capter la personne. D'ailleurs, il y avait Marabian qui, bon, maintenant tout le monde n'est pas d'accord, mais pendant des années, quasiment tout le monde était d'accord là-dessus. Marabian expliquait 7% de la communication globale passe par les mots. 7%. 48% passe par le timbre de voix et 55% passe par le langage corporel. Il disait, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que le mot en tant que tel n'a pas forcément d'importance. Dans la communication entre les personnes, on s'est aperçu que c'est tout ce qui va être autour qui va avoir de l'importance. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que vous le savez, on dit qu'on juge une personne en 3 secondes. En 3 secondes, on a déjà une carte de la personne. Je l'aime, je l'aime pas. Je suis avec, je suis contre. 3 secondes. Hein. Alors on va se dire oui, mais non. Après, on a les fameux 3 minutes pour convaincre. Mais après, souvent, on a ce truc-là. Bon, je ne le sentais pas. Je savais qu'il allait me faire un coup à la coupe. On le sait. Et pourtant, à ce moment-là, la personne n'a même pas ouvert la bouche. Mais on a déjà un jugement. Comment il se comporte, comment il s'habille. C'est pour ça que on va plus loin. Dans les entretiens d'embauche, on vous demande d'être dans un cadre. On doit venir bien habillé, rasé. Il y a tout un truc. Pourquoi? Parce que la personne va nous juger en peu de temps. Moi, pour avoir fait des tests, je venais en jean basket aux entretiens d'embauche. Même si j'avais un bon CV, j'avais une bonne tchatche au moment où je parlais, j'étais mort. Parce que le mec, quand je suis rentré, il s'est dit, c'est qui ce con? Qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi? Il est pas sérieux. Je suis pas sérieux parce que je suis en jean basket. Bah ouais, parce que je réponds pas aux critères. Et donc, avant même d'avoir ouvert la bouche, je n'étais plus dedans. Donc, toute rencontre interpersonnelle crée une communication, quoi qu'il arrive. Il y a une autre présupposée que j'aime bien, que je trouve vraiment intéressant et que je trouve même fondamental pour la compréhension de manière générale et de la PNL, mais de manière générale de tout ce qui est travaux en psycho, c'est la carte que l'on a du monde n'est pas le territoire. C'est-à-dire, de manière générale, chacun d'entre nous avons une vision de ce qu'est la réalité. Sauf que personne n'a raison. Tout le monde l'a, sauf que personne ne l'est. On a juste une perception avec nos filtres émotionnels, notre passé, notre histoire, ce que l'on est, notre humeur du moment.
Mais en réalité, on ne peut pas dire ce que c'est. On peut le dire dans notre vision des choses. Donc à partir de là, en PNL, on s'axe sur la notion de « ok, les gens sont différents de moi ». Même s'ils me parlent du même mot, je reprends souvent le mot « amour », en fonction de ce que vous avez vécu dans votre vie, la notion du mot « amour » n'a rien à voir. Il y en a, ça va être amour, tendresse. Il y en a, ça va être amour sensuel. Il y en a, ça va être amour limite rejet, parce qu'ils ont vécu un truc dur. Il y en a, ça va être un amour universel. Il y en a, c'est un amour pour une personne. Il y en a, c'est un amour pour un enfant. Il y en a, c'est un amour pour... On ne peut pas savoir ce qui est dit derrière amour. Chacun va avoir son vécu. Ce qu'on appelle, en hypnose et en PNL, parce que c'est vraiment très lié, des ancrages. On a créé des ancrages émotionnels derrière. C'est-à-dire que derrière un mot, on a mis un petit sac. Et dans ce sac, on a rempli au fur et à mesure de notre vie par des expériences, des sensations, des émotions. Et donc, quand quelqu'un va utiliser ce mot-là, automatiquement, on va sortir de notre petit sac tout ce qu'il y a derrière. Donc, à partir de ce postulat-là, on est dans une dynamique où, automatiquement, on va rencontrer des gens et on doit comprendre leur carte du monde. Or, la plupart du temps, dans notre monde, et on est tous pareils, on n'accepte pas le monde de l'autre. C'est-à-dire que, non mais attends, moi ce que je te dis, je sais, je l'ai lu dans un truc, non mais je sais ce que je dis, je connais. Bien sûr, mais bien sûr, c'est vrai. Non mais toi t'as tort. Non, j'ai tort dans ta vision des choses. Mais c'est normal, on est tous pareils, on pense tous qu'on a raison. Mais on a raison. Mais dans notre monde, avec notre définition des choses. Par contre, dans le monde de quelqu'un d'autre, c'est erroné. Et notre expérience, de toute façon, de manière générale, même si je conclue la même chose que vous, mon chemin pour y arriver ne sera pas le même. Donc comment, même si on est d'accord au départ, bah ouais, complètement d'accord sur ce que tu dis là, et puis d'un coup, on voit comment vous êtes arrivé à cette conclusion et comment moi je suis arrivé dessus, et on se dit, ouais non, en fait, on n'est pas si d'accord que ça. Ce qui fait d'ailleurs dans les rapports humains quelque chose de très drôle. Ah bah ouais, on se comprend complètement, amour fusionnel, waouh, on se comprend. Puis au fur et à mesure, on découvre l'autre, parce qu'on découvre sa carte du monde, et pas juste le mot, ou la conclusion de ce mot-là, donc cette espèce de fusion. Et on découvre que le schéma, il n'est pas le même, et qu'on n'a pas compris la même chose, et on n'a pas vécu la même chose pour arriver à la même conclusion. Donc au bout du compte, même le mot final ou l'émotion finale est différente. La carte du monde a été différente. Et c'est pas le territoire. Donc c'est pas le territoire, c'est-à-dire que c'est pas la réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous à comprendre dans la programmation neurolinguistique pour justement aller en contact avec les gens. Donc là, ce que je vous parlais un peu ce soir, ça va être la première version, la première partie en fait de la PNL, qui est cette notion d'aller vers les gens, de connexion aux autres. Parce que je pense que c'est intéressant de voir un petit peu comment on fonctionne tous, même si c'est ma carte du monde par rapport à mes croyances. Hein. Gardez toujours ça en tête. Hein. Ce que je vous définis ici, c'est aussi moi, ce que j'ai vécu de la PNL, ce que j'ai compris de la PNL, c'est ma manière aussi de l'enseigner. Ce qui ne veut pas dire que ma PNL est juste. Parce que vous pourrez lire un bouquin de X ou Y qui va dire « ouais, non, moi, la PNL, c'est ci, ça, ça, ça ». Et ça aussi, il faut l'admettre. Ce qui fait qu'on admet plus facilement les différences. On n'est pas d'accord, d'accord. On n'est pas d'accord sur certaines choses, mais au bout du compte, si j'accepte ta carte du monde, où est le problème? C'est juste que tant que je ne t'impose pas ma carte du monde, je te la propose, tu en fais ce que tu veux. Tu ne peux ne pas la regarder, ou tu peux au contraire dire « oh, j'aime bien cette partie-là de ta carte, je la prends ». C'est ça qui est important. Ce qui fait que dès le départ, on a un rapport qui est plus beau, plus juste et plus apaisant avec les gens. Bon, c'est facile de s'énerver et de dire « ouais, t'as tort » ou « c'est nul ce que tu dis ». Ouais, possible. Donc dans ce cas-là, nous en tant que récepteurs d'information, on doit l'accepter. À savoir qu'il y a un autre prérequis qui je trouve intéressant, c'est que le message qui passe, en tout cas le feedback, le retour que vous allez avoir du message qui passe, que ce soit genre vous expliquez quelque chose et la personne vous dit mais j'ai pas compris, c'est pas de la faute de la personne qui a reçu l'information, c'est de la faute de l'émetteur. Si moi vous me dites ouais mais Planck là, tu peux revenir dessus, j'ai pas compris, je dois pas me dire non je comprends rien, c'est pas possible. C'est me dire ok, les mots que j'ai utilisés, la manière dont vous fonctionnez, ça n'a pas été juste ce que j'ai dit, donc je dois reprendre moi. La faute, j'aime pas le terme, mais on va dire le feedback qu'on va avoir, le retour qu'on va avoir par rapport à ce qu'on présente dans une communication, et de la responsabilité de la personne qui communique. Pas de la responsabilité de la personne qui reçoit le message. Et ça, c'est génial comme notion, de se dire, mais attends, je crois qu'on ne s'est pas compris.
Mais si c'est moi qui ai expliqué la chose et que vous m'avez pas compris, pourquoi je vous en voudrais à vous de réagir d'une certaine manière alors que je ne me suis pas bien exprimé pour votre carte du monde? Et à partir de là, on rentre dans une notion, on devient beaucoup plus ouvert à l'autre. Parce qu'on arrête de se dire, non mais il est complètement crétin, ça fait 10 fois que je vous l'explique. Oui, mais si ça fait 10 fois de la même manière, et que dans son schéma, et on va le voir dans quelques minutes, par exemple, moi je suis un auditif. C'est-à-dire que dans mes canaux sensoriels, je suis très dans le mot, le verbe. Donc les mots et les verbes que je vais utiliser, je tends à ce qu'ils soient le plus précis possible pour que vous puissiez avoir un écho. Donc ça c'est un mot très auditif, un écho de ce que je vous dis. Mais si vous êtes visuel, vous n'en avez rien à faire, vous allez vous faire une image du mot que je vous dis. Mais si le mot ne vous parle pas d'un point de vue de votre image, vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. Ou pas comprendre, vous n'allez pas le comprendre comme je souhaiterais que vous le compreniez. Donc nos cartes du monde, elles vont commencer à se brouiller. Et non, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. D'accord? Il y a peut-être des questions, des remarques, des observations? Non? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, à partir de là, on va partir sur une notion toute simple. On part du postulat que toute relation humaine crée une communication. Après, il faut savoir la première chose, et ça c'est hyper important, c'est quel est l'objectif de ma communication. On communique pour avoir quelque chose. Je veux un morceau de pain. Je veux aller au restaurant. Je veux demander à un copain un service. Je veux aider une personne. D'accord. Quel est mon objectif de communication? À partir de là, on va entrer dans une notion qui pour moi est très hypnotique. Alors ce qui est amusant, c'est que la PNL, et c'est peut-être un des trucs que la PNL a fait de mieux, c'est qu'en fait ils ne parlent jamais d'hypnose. Ils ont compris un truc, Bendler et Grinder, ils ont écrit un bouquin, je crois que c'est leur premier ou leur second bouquin, ils ont appelé ça transformation. Trans dans le terme transhypnotique, formation. Génial comme titre. Et c'est la seule fois où ils parlent beaucoup d'Erickson, à fond, même complètement, tout le bouquin c'est de l'hypnose ericksonienne. Sauf que quand on parle à quelqu'un d'hypnose, en général, c'est pas forcément la meilleure image qu'on a. Tu vas me manipuler, c'est pas bien, etc., etc. Donc, après, en PNL, ils en ont beaucoup moins parlé des trans. Ce qui est très amusant parce qu'au bout du compte, on fait rentrer énormément les gens en trans et on joue beaucoup avec le subconscient de notre partenaire quand on est dans un rapport avec les gens. Même si mes mots sont rationnels, vous les entendez, mes gestes, vous les captez sans les capter. Certains temps que je vais avoir quand je me tais, quand je fais rentrer une information, le rythme de ma voix, tout ça vous le captez intellectuellement, seulement il y a plein de messages dedans que vous ne captez pas forcément rationnellement parlant. Et ça c'est parce qu'on parle directement au subconscient. Mais tout le monde n'a pas besoin de faire de la PNL pour ça ou de l'hypnose pour ça, on le fait tous. Quand vous parlez de vos vacances à quelqu'un, vous êtes d'accord que vous êtes en train d'éviter votre truc, vous êtes dans votre monde et vous voyez le gars d'un coup il part. Et il fait ah ouais ça devait être bien. Mais là vous l'avez fait partir en transe. Il est plus avec quoi? Il est avec vous et en même temps il est dans son émotionnel, il est dans son imagination. Il est reconnecté. Ça c'est super intéressant. En PNL, on y fait super attention à ça. Ah, tiens, il est parti. Donc s'il est parti, les suggestions que je vais mettre en place pour obtenir mon objectif. Je vais revenir toujours sur l'objectif. Donc au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, on a l'impression que c'est un peu malsain. Parce que moi, quand je l'avais découpé en fait, la notion de contact et de communication avec les gens, je me suis dit, ouais, en fait, on n'est pas si sain que ça, sain entre guillemets, mais on a une impression de dire, mais tout ce que je fais, c'est juste pour nourrir mon objectif. Je veux obtenir un résultat à mon objectif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un moment de fun, ça peut être un moment de partage. Là, ce qu'on fait, mon objectif, c'est vous proposer une information et de me dire, voilà, ça va peut-être les intéresser, ils iront peut-être lire des bouquins, ils iront peut-être se faire plaisir à découvrir ce monde-là, qu'est la PNL. C'est mon objectif, mais donc à chaque fois, dans ma tête, c'est ok, n'oublie pas ce que tu dois faire, parce que mon but, c'est de vous faire comprendre des choses, vous faire découvrir quelque chose, et vous ouvrir à potentiellement aller prendre un bouquin un jour, ou aller sur internet, regarder ce que c'est. Donc, on part avec un objectif. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un contact en 1 à 1. On va rentrer en contact avec notre partenaire. La toute première chose qu'on fait en PNL, c'est d'écouter. Ce qui est amusant, c'est que notre société, elle fait tout l'inverse. On parle beaucoup. On adore parler. Seulement, quand on commence à écouter les gens,
on commence à apprendre des choses fondamentales. Comme, par exemple, quel est son canal principal? Canal de communication, canal sensoriel. En PNL, en hypnose, il est défini qu'on a des canaux qui sont liés à nos sens. Visuel, auditif, kinesthésique, donc le toucher. Gustatif, olfactif. On enlève le olfactif gustatif. En général, dans les bouquins de PNL, vous allez voir VAC, VAK ou VACOG, donc olfactif, gustatif. C'est assez rare de tomber sur des personnes 100% gustatives, ou en tout cas sur le premier canal, c'est un gustatif. En général, on va le trouver en cuisine, on va le trouver, ou les laits, là on sait que d'entrée, il faut lui parler goût, odeur, etc. Mais de manière générale, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a du visuel, je vois ce que tu veux dire, de l'auditif, j'entends bien ce que tu me dis, ou du kinesthésique, c'est ouais, je le sens bien ça. C'est un truc, je le sens bien, en bougeant dans tous les sens, c'est très kinesthésique. Donc, vous allez commencer à observer votre partenaire. Votre partenaire en face de vous, il a une manière d'être. Alors, on peut aller très loin avec ça, la manière dont on s'habille. Moi, je suis un auditif, je m'habille pour être bien. Je m'en fous, c'est beau, c'est pas beau, ça va avec, ça va, je m'en fous. Je veux juste être bien. C'est parce que, pour moi, cette notion-là n'a pas d'importance. Par contre, quand je croise un visuel, le premier truc qu'il fait, c'est ça. Là, d'un coup, on sait, ok, je suis scanné, parce que pour lui, ça a de l'importance. C'est mais bizarre ce mec-là, pourquoi il s'habille comme ça? Mais pourquoi il s'est pas rasé? Pourquoi il a le crâne rasé? Pourquoi et c'est automatique, hein. C'est drôle, même si on va pas se le dire rationnellement. Mais vous, dans votre subconscient, il y a j'aime pas trop son pull. D'accord, bon. Après, le fait de pouvoir définir si vous tombez sur des visuels, des auditifs ou des kinesthésiques, c'est que vous allez pouvoir parler sur le lexique qui lui convient. Là, ce qui est compliqué dans une conférence, c'est quoi? C'est que je dois utiliser à la fois des mots qui sont visuels, auditifs, kinesthésiques, pour que vous puissiez sentir, entendre et voir ce que je dis. Mais en fonction, ça va dépendre. C'est pour ça que je vais donner des exemples en couleurs, je vais donner des exemples avec des sons. C'est pour ça parfois que je fais des onomatopées, c'est pour ça que je tape dans mes mains, c'est pour ça que je vais faire... Parce que il y a l'auditif qui va faire, il se passe quelque chose. Puis bon, taper dans les mains, c'est une autre technique aussi. Mais ça permet, oui, en fait, il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est ça qui... Au bout d'un moment, on me dit, mais elle est où la spontanéité? Plus on bosse dans la communication, et plus on se rend compte que la spontanéité, elle n'existe pas. Parce que tout, sans être construit, tout a été tellement travaillé que c'est spontanément travaillé, quoi. Mais et ça peut être un peu déroutant. On se dit, mais attends, je suis une machine ou je suis humain? Et on ne sait plus trop. Mais on l'est, on est humain, mais on a tellement intégré que un geste, n'importe lequel, on va se dire, tiens, fais ça, tiens, là, je suis en train de la perdre, ou je suis en train de la retrouver, ou ci et ça. D'accord? Donc, à partir du moment où on commence à savoir son lexique, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir adapter nos mots. Et si on adapte nos mots, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous alliez rentrer en contact avec quelqu'un qui parle la même langue que vous. Imaginez que le monde qui vous entoure, vous êtes dans un autre pays. Ils ne parlent pas votre langue. Ils ne comprennent rien à ce que vous racontez. Ou parfois, certains font « Ah, yes, understand ». Ok, super. Il a compris 3 mots de la conversation, on fait « Ok, comme on peut faire parfois qu'on ne comprend rien à ce qu'on nous raconte. Et que d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui parle la même langue que vous, avec les mêmes mots que vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez bien. C'est automatique. Je ne sais pas si vous avez voyagé dans le monde, mais ce qui est drôle, c'est que les Français, on ne les supporte pas dans notre pays. Dès qu'on est à l'étranger, tu parles français, oh, ça fait plaisir, ça fait 2 mois que je suis au fond de la Laponie, il n'y a personne qui parle. Mais dès qu'on trouve des Français, là d'un coup on a des liens. Mais vraiment des liens, on sent un rapport qui est énorme. Donc, cette notion-là, elle va être importante pour créer le rapport, ce qu'on appelle la mise en rapport. On prend contact avec quelqu'un, on crée un rapport. Le rapport, on va devoir le garder pendant tout le contact avec notre état d'esprit d'avoir la résultante de notre objectif. D'accord? Donc le fait de commencer à avoir le même discours, ça va commencer à apaiser la personne. La personne ne va plus être dans une espèce de résistance. Parce qu'on parle avec les mêmes mots, on a les mêmes croyances. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué, que je trouve génial, surtout avec les gars de mon âge, on demande toujours, ouais, mais tu viens d'où toi? Ok, moi je suis du 7-8. Parce que non, on rigole pas. On est du 7-8. Donc, je suis du 9-3.
Et d'un coup, ouais, mais t'es où du F3? Ah bah je suis de telle ville. Et là, si t'es de la même ville que le gars, rapport. Mais super rapport. C'est-à-dire que il y a des choses hallucinantes. Moi, je me souviens à 12, je me battais pas mal. Et je me souviens d'une fois, mais c'était complètement hors temps, quoi. La personne, elle me dit ouais, mais t'es d'où, toi? Je dis, bah, je suis de telle ville. Et le mec, il fait, sérieux? Ah, mais attends, j'ai grandi là-bas. Le truc, ça a changé. C'est-à-dire que le rapport, on a créé un lien. Et ce lien-là, il est hyper important. Il touche l'émotionnel. Donc, en fait, on n'est plus du tout dans le rationnel. On n'est plus du tout dans quelque chose qui va être construit entre guillemets, genre oui, il faut que je comprenne, etc. Non, c'est, on a un lien, on est pareil, on vient de la même ville, on a vécu les mêmes choses, alors qu'on n'a rien vécu pareil, mais on se comprend. Et c'est pour ça que souvent, dans les entretiens qu'on peut avoir au niveau pro, la notion de savoir ou de prendre attention, moi c'est ce que je faisais, c'est pour ça que je faisais plein d'entretiens d'embauche, c'était juste pour tester ma PNL. J'arrivais en entretien et je regardais ce que la personne avait dans son bureau, comment elle était habillée, les bijoux qu'elle portait. Et j'ai un moment ou un autre, j'allais dire « Ah ouais, mais ça, vous l'avez eu où ?» Pouf, la personne, en début d'entretien, c'est-à-dire que souvent les gens, il y a vraiment un rythme dans les entretiens, il y a des moments, il y a des blancs. Et se poser et faire « Ah mais ça c'est super sympa » ou commencer à toucher un truc, voir que le mec il est visuel, sur son bureau il y a une voiture, n'importe quoi. Ça se fait pas, on est bien d'accord. Le problème c'est que, vu que j'ai créé son attention dessus, et j'enlève la main dès qu'il regarde, je fais, elle est super belle cette voiture. S'il a mis une voiture sur sa table, c'est qu'il aime les voitures, ou qu'on lui a offert, donc il a des enfants, ou qu'il y a un... Et 3 secondes après, il va m'expliquer l'histoire de cette voiture. Donc moi, ça crée un lien. Je vais faire, mais moi, ce type de voiture-là, j'adore. Ou mon frère fait. Donc on a créé un lien. Et donc automatiquement, l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il devient? Il devient 10 fois plus interactif. Je suis plus le mec lambda, je deviens le gars qui s'intéresse à sa vie. Je vous dis stratégie. Hein. Oui, la PNL, on dit. C'est comme un copain qui bosse en négociation, qui est en train de faire son doctorat de négo. Il m'a expliqué un truc que je trouvais très intéressant. Il dit si ça t'arrive, ça pourrait te servir. Donc le truc qui t'arrivera, je pense jamais. Dans un avion, il y a des terroristes qui arrivent. Ils ont des fusils et ils exécutent du monde. Il fait si simplement tu lèves la main et tu dis moi je m'appelle Pank, j'ai 2 enfants, tu deviens quelqu'un. Tu n'es plus un numéro sur une chaise. Tu deviens un être humain. Le fait qu'eux, ils soient dans une dynamique de se dire, je m'en fous, je tue des gens, je les connais pas, ils n'ont pas d'histoire pour moi. Mais que tu crées une notion où toi, tu deviens quelqu'un, tu crées un lien humain, juste humain, pour un moment où eux, ils ne le sont pas du tout. Et tu veux descendre en premier. Non, apparemment, c'est ce que je croyais aussi. Hein. Et il me dit, non, en négociation, c'est un truc qui est super sûr. C'est, il faut devenir autre chose qu'un numéro. Et créer un lien humain. Donc devenir, bah voilà, moi je suis truc et j'ai mes 2 enfants, je veux pas mourir, quoi, un truc débile comme ça. Mais à partir de là, bah, ça se trouve, tu seras l'une des dernières personnes qui va se faire exécuter. En espérant que... Bon, après faut pas rentrer dans des tours. Mais l'idée était intéressante parce que ça revient à cette notion-là. Hein. Ça paraît, comme ça paraît extravagant. Mais ça revient exactement à la même notion que rentrer en rapport avec quelqu'un et lui dire « Waouh, j'adore tes boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui te les a offertes ou tu les as eues ?» Pouf, tu crées un rapport. Super tes boucles d'oreilles. Ah mais c'est marrant parce que moi ça me rappelle, tac. Et après je repose une question sur ça. Ce qui fait que la personne va m'en parler. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains, qu'est-ce qu'ils aiment parler d'eux? D'accord. Suivant ce qui vous avez, la personne peut vous dire à quoi ça vous intéresse. Bien sûr. Et vous n'êtes pas dans le sujet. Ça je suis d'accord avec vous, complètement. Mais... Le tout c'est d'avoir le temps. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, bien sûr que ça va dépendre comment on va l'amener. Et c'est là tout l'intérêt de la communication. Si je crée un bon rapport avec la personne, alors là je vous parlais, déjà je parle sur son même raisonnement, sur sa même logique. Je suis visuel, je lui donne plein d'images sur ce que je suis, sur ce que je fais, etc. etc. À un moment, automatiquement il va rentrer dans un état où il ne va plus être sur des notions de variation émotionnelle. Il va commencer à se mettre sur un rythme qui est courant. C'est-à-dire qu'on va sentir que la personne va changer. Ce qu'on appelle en PNL la synchronisation. C'est-à-dire que petit à petit, je vais me mettre dans les mêmes postures que lui. Petit à petit, je vais commencer à proposer le rythme. Sa respiration, je vais la mettre au même rythme que la mienne. Ou inversement, je vais le mettre au même rythme que sa respiration. Ces clignements d'œil, je vais le faire au même rythme. Ça paraît rien. Mais ça, c'est votre côté conscient qui va dire, bah non. Et votre côté subconscient, lui, à ce moment-là, il va s'apaiser.
parce qu'il se dit tiens, je suis pas en territoire ennemi, et même si c'est moi qui suis recruteur, à ce moment-là, il est plus sur un truc de c'est un inconnu, c'est non, je rentre dans le même rythme que lui. Quelqu'un qui rentre dans le même rythme que vous, il devient apaisant. Et il devient inconsciemment plus un ami qu'un ennemi. Ouais. C'est l'affectivité qui est importante aussi. Pardon? L'affectivité qui bien doit... sûr, après l'émotionnel. La communication. Après l'émotionnel, bien sûr. Mais l'émotionnel, c'est quelque chose d'hyper important. Ah oui. C'est pour ça que très souvent, il faut créer de l'émotionnel. C'est pour ça que prendre intérêt à une personne, ça crée de l'émotionnel, quoi qu'il arrive. J'avais un prof qui était assez génial, qui faisait un truc qui s'appelait l'art de la question. Il disait avec la question, vous pouvez faire tout à n'importe qui. Fait la question va créer de l'émotionnel. Je vais vous faire parler de votre venue ici. Qu'est-ce qui vous a stimulé? Ok. Comment s'est passée votre journée? Mais des trucs anodins. Il partait d'un truc genre non, c'est une question bête que je veux pas poser devant tout le monde. Et il disait non, pose-la. Et tu vas voir où ça va nous amener. Et ça nous emmenait mais super loin. On rentrait sur d'autres questions, qui entraînent d'autres questions, et qui fait que la personne, on la focus en interne. Ce qui fait qu'elle rentre dans sa transe à elle. Et donc elle rentre dans l'émotionnel. Et donc, on va jouer et surfer sur cet émotionnel-là. Quoi jouer? On va se mettre en rapport. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est que ça se fait pas, bien sûr, je vais pas arriver du tac au tac, salut, waouh, super, elles sont super bien tes chaussures, tu les as achetées. Par contre, au fur et à mesure, moi je l'ai vu parce qu'à un moment j'étais ingénieur d'affaires, au fur et à mesure, j'arrivais à toujours un... Il y a toujours un moment où il y a du blanc. Il y a toujours un moment où, alors surtout dans la négociation commerciale, pourquoi on invite des gens au restaurant? C'est pas parce qu'on a envie de manger, c'est parce qu'on sait que c'est un moment où l'état d'esprit est en train de s'apaiser, où les gens changent. Et ce qui est marrant, moi j'ai vu des requins, les mecs c'est des requins. Premier verre, oui je bois pas trop, bien sûr non, mais c'est une bonne bouteille là. Ça va, et puis on commence à parler un peu business, on stoppe. Je regarde un truc, je fais waouh, c'est super sympa ça, mais j'ai vu ta voiture en arrivant, c'est un truc, j'en ai rien à faire de sa voiture. Mais pouf, il me parle de sa voiture. Ouais, tu sais, c'est une voiture d'entreprise. Ah, pourquoi t'as choisi celle-ci? Ah, bah tu sais, moi, Volkswagen, j'aime bien. Et puis c'est quand même des bagnoles robustes. Mais t'as quoi toi, chez toi? Ah, bah moi j'ai plutôt pris une Audi. Une Audi? Mais t'as laquelle? Bah il y en a 3. Ah, il y en a 3. Ah, je trouve ça pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis il va parler, puis après on va retourner sur du business. Sauf que déjà j'ai changé. Déjà je suis plus son client. Je deviens quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on offre des repas, c'est pour ça que les gars ils filent des plein de choses. C'est que ça va pas marcher du tout, c'est pas un truc brut, genre ouais je t'ai offert ça donc je vais signer. Mais tu crées un monde, un état où la personne elle s'ouvre. Alors il y en a ils vont plus ou moins, ils vont dire ah mais je vais pas me faire avoir, moi toutes les semaines j'ai des gens comme ça. Ouais, mais moi si je sais que la personne est comme ça, je vais me prendre autrement. Si tu vois ce type de personnalité, si vous connaissez un peu les énéagrammes, vous avez déjà vu l'énéagramme ou pas du tout? L'énéagramme, en gros, il y a 9 types de personnalités. Et en fonction de ça, les gens ont des filtres. C'est-à-dire que si je tombe sur une personne qui est perfectionniste, je sais que une des seules choses majeures, c'est qu'il ne veut pas se mettre en colère, quoi qu'il arrive. Et que donc, s'il y a un truc qui n'est pas dans sa perfection, donc dans sa carte du monde de la perfection, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver une excuse en disant c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Donc moi, tout mon discours va être basé sur sa croyance de la perfection et d'aller vers la perfection. Donc mon modèle PNL par rapport à lui, ça va être de m'adapter à son discours et donc à son schéma de vie, son caractère, pour commencer à créer ce lien. Et ce lien-là, c'est une transe hypnotique. La personne, elle commence à avoir le même rythme que moi. Ce même rythme, donc, c'est ce qu'on appelle synchronisation ou mirroring. Les Anglais, ils appellent ça mirroring. Une fois qu'on est dans le mirroring, donc je suis au même rythme, la personne elle commence à être bien avec moi. Qu'est-ce que je fais? Je continue à le laisser l'idée. À ce moment-là, c'est lui qui parle. Il me donne quoi? Il me donne des infos. Il me donne des infos sur plein de choses. Je suis en recrutement. Oui, d'accord, alors vous pouvez me dire votre CV, votre machin. Ok, d'accord. Très bien, bon, alors vous venez pour tel poste. Oui, justement. Je vais savoir, ce poste-là, est-ce que vous pourriez me donner davantage d'informations? Oui, mais vous avez lu l'intitulé du poste. Oui, mais justement, moi je me fais une idée, peut-être que j'ai tort, je veux vraiment qu'on mette les choses à plat. Aucun recruteur va nous dire, ouais, non, mais attendez, t'as qu'à mieux lire. Non, c'est son job. Il est obligé.
Donc d'accord, mais l'entreprise au niveau national, international, c'est placé qu'on a... Parce que moi c'est vraiment, je veux une entreprise compétitive. Je dis n'importe quoi, je m'en fous. Je vais la faire parler la personne. Parle-moi de ton entreprise, parle-moi du truc. Ah d'accord, puis à un moment tac, je vais voir un rictus sur son visage, je vais voir un truc. Je vois par exemple, ouais non mais on est les leaders, puis je vois un sourire genre ouais quoi, plus pour longtemps. Et je dis en rigolant, ouais je sens qu'il y a un challenger qui est en train de vous manger là. Ouais quoi bon, et là on voit les gens qui partent. Parce que automatiquement il y a une vie dans une entreprise. Donc si on commence à trouver qu'est-ce qui commence à être dissonant, ou on crée du rapport. Donc là, on est sur cette notion, en gros, on lui laisse mener la danse. C'est lui qui mène la danse. Et on lui demande juste des questions. On commence à voir son rythme. Donc on revient toujours, je prends ton pas de danse et je me resynchronise. Ça me permet à moi de bien temporiser. Il ne faut pas que je parte. C'est-à-dire que si je veux le garder dans la transe un certain temps, il faut que constamment je puisse revenir à mon mirroring. Ok. Et il y a des détails tout bêtes. C'est-à-dire que quand les personnes sont assez en transe, qu'on les a assez... qu'on est sur le même rythme. Hein. Alors là, je vous parle vraiment techniquement, naturellement, que vous êtes bien avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte, vous faites les mêmes gestes au même moment. Vous êtes axé du même endroit. Vous faites les mêmes choses. C'est naturel. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue plus technique. Et ben, par exemple, moi, je sais qu'il y a un truc que je fais souvent, je fais ça. Sauf que ça paraît rien. Mais si la personne est en synchro avec moi, dans les 10-30 secondes, on va avoir un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Automatiquement. Parce que son cerveau, il répond à ce que je viens de lui stimuler. Donc il y a vraiment, et c'est ça qui me permet de voir, ok, je suis encore synchro, je suis encore synchro, je suis encore synchro. Je sais ce qui se passe, je sais comment ça se passe. Ok, et après, au bout d'un moment, je prends mon lead. C'est-à-dire que c'est moi qui vais mener la discussion, la conversation. Pour une raison toute bête, j'ai un objectif. Je dois atteindre mon objectif. Et pour atteindre mon objectif, je suis obligé, d'un moment à un autre, de prendre le propos, d'entraîner vers là où ça m'intéresse. Et c'est là où ça devient super intéressant, tout en... Alors il y en a parfois, dès qu'il lead, il lâche plus la main. Genre... Non. On lead et on lui relaisse du pace. On lui relaisse cette notion de tu reprends la danse. Parce que derrière lui, il a besoin, et pour lui-même, surtout si on a un type de personnalité qui est fort et qui a besoin, genre non mais moi je suis patron, hein. C'est moi qui te recrute là. Ok, reprends ton truc. Et comme ça, moi ça me redonne du temps pour me resynchroniser et retravailler mes stratégies. Donc les stratégies sont l'ensemble des outils que je vais utiliser pour obtenir mon résultat. Un ensemble de stratégies s'appelle un programme. Si je mets plusieurs stratégies en place, bout à bout, c'est un programme en PNL. Je crée un programme. Donc, des stratégies en intercommunication, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, ça va être, ok, comment je vais lui induire une image, comment je vais lui proposer une information. Est-ce que je vais le faire par le biais d'une métaphore, d'une image? Est-ce que je vais lui faire en direct? Est-ce que je vais lui faire par rapport à quelque chose qu'il vient de me dire? Comment je vais utiliser ce qui m'a été dit? Comment je vais restructurer, ce qu'on appelle du recadrage? Oui, non mais attendez, vous ne correspondez pas à ça, ça, ça. Oui, je comprends bien. Par contre, vous êtes bien d'accord que vous avez besoin de quelqu'un qui est de telle personnalité et qui fonctionne plutôt assez rapidement par rapport à ça. Si vous regardez mes compétences, c'est vraiment ce en quoi. Donc, il est en train de nous tuer sur quelque chose parce qu'on ne correspond pas dessus, et nous, on recadre. Ok, t'as raison. Oui, mais. Le oui, mais, par exemple, dans le cerveau de quelqu'un, un oui, mais, ça veut dire non. Mais, c'est pas grave. On fiche. On y va. Donc, on vient de dire non à son cerveau et on lui dit, on recadre. Et le travail en recadrage est intéressant. Je recadre ce pourquoi je suis là. Vu que je sais mon objectif, je le connais, donc je dois retravailler dessus. J'ai compris ses valeurs, alors ça on va y passer, mais je vais commencer à mieux en mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi. Et donc à partir de là, je vais toucher quelque chose qui est fondamental chez elle, ses valeurs. Mes stratégies vont souvent se baser sur ses valeurs. Je crois en la vérité, pour moi, la notion de performance, de challenge, c'est ce qui est le plus important. Si on reprend un énéagramme, moi la notion de perfection, c'est ce qui est important. Moi la notion de contrôle, c'est ce que je trouve le plus important. Ok, je vais te parler pour que tu contrôles, je vais te parler pour que tu vois la perfection, ou en tout cas, que ce que tu vois de moi, c'est perfection, contrôle, challenge, blabla, blabla. Et mes stratégies vont se mettre en place pour que lui puisse avoir l'écho de ce que je veux. D'accord? Et c'est là où... Ouais. À l'inverse,
Que nous, on se calme par rapport à ces stratégies à lui. Oui, mais après, c'est moi qui vais lui relancer. En fait, moi, je vais, par exemple, quelqu'un est perfectionniste, je vais lui mettre en avant tous les aspects perfection que j'ai qui peuvent répondre à lui, sa valeur ou sa croyance. Ce qui fait que bah, il va avoir un reflet. C'est là, ouais, c'est cool, c'est bien. Puis, par exemple, réutilisation des mots qu'il utilise. Principe de base, on réutilise les mots qu'il utilise. Quelqu'un qui utilise 20 fois le même mot, vous êtes sûr que si vous le réutilisez, il va se dire, waouh, c'est cool, on est sur la même longueur d'onde. C'est pour ça, les phases importantes dans l'apparatif de PNL, en intercommunication, là c'est une toute petite phase que je vous présente, hein, mais c'est vraiment pour vous voyez un petit peu le monde qu'il peut y avoir. Bah, c'est mon moment où je me synchronise et où je pace, c'est là où j'écoute ces mots, les mots récurrents, comment ils fonctionnent. Si c'est un mec, par exemple, qui est kinesthésique, moi j'ai un côté assez kinesthésique quand je parle en public, donc je bouge, et que la personne en face de moi elle est comme ça, j'arrête direct. Je vais me mettre comme ça, je bouge plus. Parce que je sais que je vais le saouler. Il va se dire dans sa tête, non mais il me saoule, il bouge comme un ouf. Il y a un problème ce garçon. Et si par exemple le mec il me parle, il bouge énormément, bah, je vais faire la même chose. Si la personne parle vite, je vais parler vite. Si la personne est super posée, non mais vous inquiétez pas, bah, je vais parler super doucement. Il y a quelqu'un qui est en face de nous qui parle très très vite, et nous justement pour casser ce rythme, on parle très lentement. Ça peut marcher aussi. Ça peut marcher, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern, mais il faut que vous ayez le lead. Si vous n'avez pas pris le lead, c'est mort. Parce que si c'est lui qui lead la conversation, la problématique, c'est que vous allez enlever le rapport. Vous allez casser le rapport, il ne va plus vous comprendre. Vous allez changer la zone. Si par contre c'est vous qui leadez, donc au départ il parlait très vite, et d'un coup c'est moi qui ai le lead, donc c'est moi qui à ce moment-là et suis à mener la conversation. Si je commence moi à descendre, il va, vu qu'il est en train de pace, c'est-à-dire il est en train de suivre mon mouvement, on suit une danse, on est à deux, il va être obligé de s'adapter. Mais parce que vous avez ce tempo-là, en fait c'est vraiment une question de tempo. C'est complètement vrai ce que vous dites, mais c'est le tempo. Si vous le faites au moment où c'est lui qui parle blablabla à fond, et que en gros vous devez répondre à ses questions parce qu'il lead la conversation à ce moment-là, et si vous êtes super mou, ça va l'énerver. Moi je sais que quand je parle vite et que j'ai quelqu'un qui me fait j'ai envie de lui dire, un mec, réveille-toi, on est en train de parler là. Par contre, parce que c'est dissonant. Ou on peut le faire que quand on commence à l'idée. Et là, ouais, ça prouvera encore plus qu'on est synchronisé. Et c'est comme ça qu'on va calmer des gens qui sont super énervés. Blablabla, ouais d'accord, je comprends. Blablabla, ouais non mais je comprends. Il y a l'écoute, il n'y a pas forcément de parler et d'imiter, parce que la personne peut avoir des réflexes qui sont graves. Si vous avez une personne qui est excitée, comme vous dites, ben, il faut plutôt la regarder, l'écouter et se calmer soi-même. Parce que si vous prenez la même attitude qu'elle, c'est fini, c'est la bagarre. C'est pour ça qu'il y a un gros problème qu'on appelle l'écoute. Hein. Et dans ce que vous dites, moi je trouve que c'est pas tout. Enfin, vous pouvez avoir raison pour certaines personnes, mais ceux qui font de l'accueil d'écoute, ceux qui sont dans le... En CNV par exemple, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une association ou autre, il faut... Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est la notion de pace. La notion de pace, c'est là où on se teste, c'est là où on prend l'information. Oui, mais c'est là la profondeur de la personne, il faut qu'elle fasse ce que... qu'elle soit elle-même déjà. Donc l'imitation, je sais pas, enfin, j'écoute ce que vous dites, j'en prends, j'en laisse, mais puisqu'on est là pour discuter, je pense, hein, on est fait pour vous écouter et pour discuter. Non, c'est ça ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je pense que il faut pas toujours réagir en face d'une personne, parce que si vous avez une personne qui a une maladie, qui est malade et qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire la faire bouger et autres, ben, c'est pas forcément en prenant la même façon d'être, sans qu'on sache qu'elle est malade, hein, ça je veux dire. Donc, oui, mais c'est pas dissonant, c'est-à-dire que là on prend vraiment ce qui a été mis en avant il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on se met juste à son rythme au départ, pour pas lui... quelqu'un qu'il faut faire bouger, je suis complètement d'accord, on va pas lui dire bon, maintenant tu vas y aller. On va se mettre au rythme au départ pour pas pour créer le rapport. Ce qui est important, c'est qu'on crée ce rapport. Et vous le dites vous-même, c'est exactement ça qui est important. Écoute. Ce rapport, il se crée sur l'écoute. Ce que moi j'appelle du pace.
C'est le moment où on accepte la danse du partenaire. Moi, je suis à l'écoute de ton corps, je suis à l'écoute de ce que tu me proposes. Là, à ce moment-là, je ne suis pas en train de parler ou de m'imposer. Au contraire, je suis vraiment dans cette notion d'accueil. On est dans cette notion d'accueil. Et c'est après, en fonction de ce que vous avez proposé, quoi, ce que la personne a proposé, qu'on va réorienter. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est justement cette notion d'accueil, ce pace. Parce que je trouve que vraiment, la notion de danse, elle est vraiment là. Quand quelqu'un veut mener la danse, il faut l'écouter. Si nous, on est sur notre idée à faire non, mais on va aller à gauche alors qu'il veut aller à droite, on va faire une danse qui n'est pas jolie. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement cet accueil, cette prise d'attention quand quelqu'un est malade, encore plus. Mais si on sait qu'on doit la booster, après on va changer le rythme. Mais au départ, on va l'accueillir, prendre cette information, prendre l'ensemble de ce qui nous a été dit, et vu qu'on a l'objectif, ok, je suis en hôpital, ok, j'ai quelqu'un de malade, ok, il ne bouge pas assez, bah, c'est à moi après, au travers de mon lead, de créer justement une action qui va être concordante. Le tout, c'est toujours d'avoir, de reprendre en compte cette notion de rapport. Est-ce que je suis encore en rapport ou est-ce que je me suis déconnecté? Si je me suis déconnecté, ça ne sert plus à rien de communiquer, parce qu'on n'est plus dedans. Et là, on sera vraiment dissonant, et effectivement, on créera de la violence, on créera plein de choses qui ne vont pas. Là, sur ce que vous dites, je suis complètement d'accord. C'est ce que je dis avec d'autres mots, en fait. Et c'est ce que je reprends tout à l'heure. Ça veut dire que le message, comme j'utilise les mots, ne correspondent pas à votre carte du monde, mais pour moi, on parle exactement de la même chose. Cette écoute, elle est fondamentale. C'est ce que je disais. C'est un des premiers trucs que j'ai dit. Une des choses qui manque énormément dans notre monde, c'est l'écoute. À prendre du temps à écouter, accueillir l'autre. Et là, vu qu'on parle de PNL, je vous parle techniquement, même si on sait bien tout le monde ne va pas se dire petit 1, petit 2, petit 3, mais techniquement parlant, la prise d'écoute, c'est une prise d'information, c'est un accueil de la personne. Ok, qui es-tu? Qu'as-tu? Quel est ton problème? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état-là? Et après, par rapport à ça, ok, moi je suis thérapeute, moi je suis assistant, moi je suis ci, je suis ça. Comment je vais pouvoir t'entraîner vers quelque chose qui a un objectif bon, soit défini par la norme, soit défini par la personne concernée. Et dans ce cas-là, on y va ensemble. Et on est toujours dans cette danse. L'objectif étant, à ce moment-là, que la personne se bouge, soit bien. Après, on garde toujours cette notion-là. Alors après, il y a un point qui est intéressant. La PNL a énormément évolué depuis Bender et Grinder. Et il y a eu un type assez génial qui s'appelle Robert Dilts, qui a créé pour lui ce qu'on appelle une pyramide. Une pyramide qui fait que, quand on a une stratégie, il est intéressant toujours nous de nous remettre en question. Pourquoi nous remettre en question? Parce que c'est notre carte du monde qui n'est pas adaptée à la carte de l'autre. Donc, au lieu de se dire non mais attends, je vais changer le monde, change-toi toi-même. Et il a dit un truc que moi je trouve intéressant. Il dit voilà, si tu veux changer ton environnement, on prend la pyramide. Base de la pyramide, c'est l'environnement. Tu as envie de changer l'environnement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois changer à toi tes comportements. Donc, si par exemple, là on voyait, il dit ça beaucoup bosser en entreprise, beaucoup bosser en coaching, il disait voilà, j'ai quelqu'un qui vient, il me dit que sa boîte c'est tous des abrutis, que c'est pas sympa, que on prend la famille, ça va pas avec sa femme, il en a marre, mais c'est de la faute de la famille, c'est jamais de la faute de lui. Il disait la première chose à lui dire, c'est commence à changer ton comportement, tes comportements. Donc, étudie tes comportements. Comment moi je réagis par rapport au stimulus que m'offre le lieu de travail que j'ai. Mais changer un comportement, c'est pas forcément aisé. Et il disait, pour apprendre à changer un comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre des compétences. Il faut apprendre à agir d'une autre manière. Si toute ta vie, tu as appris que quand quelqu'un te crie dessus, tu criais dessus, bah, à un moment ou à un autre, ça va pas aller. Donc on revient à cette notion-là. Donc qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Bah, on reprend les mots qui ont été utilisés tout à l'heure, de l'écoute. Quelqu'un me crie dessus, peut-être que si juste j'accueille cette colère, si juste j'accueille cette observation ou cette remarque, bah, je crée un nouveau comportement. Donc automatiquement, l'environnement dans lequel, moi, admettons, hyper colérique, j'arrivais, je suis ouais, tout le monde c'est tous des abrutis, je les aime pas, ils m'écoutent jamais, ils font jamais des trucs.
Mon comportement était quoi? Je crie tout le temps, donc tout le monde me crie dessus, ce qui est normal, ou la peur, ou la crainte. Mais si je commence à apprendre un nouveau système, ok, apprends à écouter. Hein. Le mec, il arrive et il se dit bon, il voit des choses et il écoute les retours de ses partenaires et autres, bah, il va changer son comportement. Vu que déjà, il est dans un comportement qui est de l'écoute, et automatiquement son environnement va changer parce que c'est plus le mec gueulard qu'on connaissait, mais le type qui va apprendre à écouter. Donc, petit à petit, lui, il fait monter. Il dit, si les compétences sont pas suffisantes, il va falloir travailler sur tout ce qui va être les valeurs. Ok, quelles sont les valeurs qui correspondent ou qui ne correspondent pas. Et donc là, c'est vraiment travailler sur l'individu. Qu'est-ce que je suis moi en tant que tel? Quelles sont mes valeurs et comment je vais pouvoir travailler avec mes valeurs. Et comme ça, bah, ça changera mes compétences. Parce que si mes valeurs ont changé, je vais apprendre d'autres choses. Si je me dis, ouais, non, mais de toute façon, la Terre est plate, si mes valeurs se disent non, maintenant, en fait, la Terre, elle est ronde, bah, je vais voir l'apprentissage du monde différemment, automatiquement. Donc je vais changer automatiquement mon comportement par rapport aux gens qui vont avoir une idée différente, par exemple, bah, que le monde est plat, et donc je vais pouvoir proposer au monde un environnement différent. Et après, bah, il passe bon, à la notion de personnalité, donc c'est moi, le moi qui doit changer. Donc le moi pour changer mes valeurs. Donc mon être intérieur pour changer les valeurs. Alors là on rentre, en gros ça on n'y touche quasiment jamais, hormis quand on travaille en thérapie et que les gens ont envie de changer. Sauf que souvent ils ont envie de changer des comportements, mais ils n'ont pas du tout envie de changer une valeur. C'est plus lourd, hein, ce qui est normal. Et après lui il mettait tout en haut ce qui est le rapport divin. Alors comment il le définissait? Je sais plus, c'est en gros notre rapport par rapport au spirituel. Au spirituel, voilà, c'est vraiment ça. C'est tout. On y touche beaucoup moins ces deux aspects-là. Hormis en thérapie, de spirituel, on peut faire des trucs intéressants en thérapie avec ça. Pour les gens qui sont. Parce qu'ils peuvent changer leur identité. D'ailleurs, on le voit, hein, regardez le nombre de personnes qui se sont transformées à partir du moment où ils ont trouvé une voie spirituelle. Je regardais la dernière fois un reportage sur des skinheads. Donc groupe sympathique d'extrême droite, oui, et dont un gars hyper violent, mais vraiment un gamin qui avait 18 ans à l'époque, dans les années 90, et qui il expliquait ce qu'il faisait, c'était ultra violent. Et les gars du reportage sont allés le retrouver maintenant. Alors le mec joue toujours du rock un peu dur, et il est moine hindouiste, un truc mais énorme. Et quand il parle de ça, donc lui, il dit, ouais, mais à un moment, je me suis posé des questions à me dire, non, mais je hais les Arabes, je hais les Noirs, je hais les gens qui ne me ressemblent pas. Et je me suis dit, mais c'est complètement débile d'être violent. Donc il a commencé à lire, et puis il est tombé sur quelque chose de l'hindouisme qui lui a une révélation, il disait. Alors il a pourtant tous ces tatous fascistes sur le corps, et il dit, ouais, mais je les garde pour pas oublier que j'ai aussi eu ce côté qui était pas bon, et on sent le mec apaisé. Et alors qu'il dit, j'ai fait des trucs horribles, mais j'ai dû me pardonner, j'ai dû aussi pardonner un peu. Enfin, vraiment un vrai quête spirituel qui a changé donc sa personnalité, ses valeurs, ses apprentissages, ses comportements, et donc son environnement. Il n'est plus entouré de skinheads, quoi. Ce qui est extraordinaire quand on y pense. Et c'est, j'ai trouvé, quoi, moi quand j'ai vu ça, le reportage était bien violent, quand on voit cette facette-là où ils disent, ouais, non, mais tout le monde n'est pas resté extrémiste, activistes violents, mais ils ont évolué. Et je trouvais ça extraordinaire. Et c'est vraiment, ça nous donne bien une idée de la pyramide de Diels. C'est quelle pyramide vous dites? Diels. Diels, parce qu'il y a celle de Maslow aussi. Oui, alors Maslow, voilà, c'est différent. Sur les besoins. C'est sur les besoins. Fondamentaux, ouais. oui. C'est Et ça, c'est la pyramide de Diels, D-I-L-T-S, Diels. Donc là, ça nous aide énormément en termes stratégiques. Souvent les gens ils disent ouais mais la PNL c'est de la manipulation d'une personne pour obtenir ce que l'on veut. Alors que moi je trouve que effectivement il y a des petits tips, mais pour moi il n'y a pas de manipulation, il y a une vraie mise en rapport avec les gens. Réel, c'est du vrai, c'est j'ai envie de rentrer en contact avec les gens. Oui j'ai un objectif, mais il a un objectif. Moi je vois avec des copains quand ils m'appellent, ils font viens on va boire un verre. Objectif de mon pote derrière. J'ai besoin de te parler d'un problème, ma meuf me saoule,
viens, on va se bourrer la tête, quoi. Plein de trucs tout bêtes, hein. Mais il y a un objectif. Alors qu'au départ, c'est bien, on va boire un verre. D'accord. C'est ni bien ni mal, hein. Y a pas... Bah, c'est sa carte du monde. Et après, bon, je ne vais pas vous en parler, mais en fait, dans la communication, on a ce qu'on appelle des métamodèles, c'est-à-dire que dans notre manière de parler, automatiquement, on omet des choses. C'est-à-dire que je vais faire par exemple des comparaisons. Ouais, non, mais de toute façon, je peux rien faire par rapport à lui. Rien faire par rapport à lui, c'est une omission par rapport à rien faire. Quoi? Explique-moi par rapport à lui, qu'est-ce qu'il fait de plus que toi? Et on a plein de choses dans notre langage qui en fait que la communication qu'on a entre nous, elle est tronquée. Omission, généralisation, genre ils sont tous comme ça. Ou la vie c'est comme ça. Des trucs, on se dit ouais. Et c'est des formes de langage qu'on utilise constamment, mais qui fait qu'on ne comprend pas notre partenaire. Parce que vu que c'est soit tronqué, soit transformé, bah automatiquement on a une communication qui est complètement erronée, ou en tout cas la personne ne va pas au bout de ce qui pourrait être une communication bonne et positive. Toi t'adores par exemple faire ouais non mais attends tu comprends, enfin bon on est d'accord. Et pour elle, elle est dans son monde, elle est en train de, elle est super claire dans son... Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, quoi. Omission, on sait même pas de quoi elle parle. Omission. Non mais c'est pourtant logique. La cause à effet, j'ai pas compris. Mais on l'a tous, hein. On le fait tous tout le temps. Et donc ça, ils appellent ça les métamodèles. Ils en ont défini pas mal. Ce qui fait que bon, au bout du compte, on en conclut quand on étudie les métamodèles qu'il faut poser des questions. La personne n'a pas été claire, on commence à avoir une espèce d'ambiguïté dans la tête. Reprenez ce qui a été dit. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage? Ou quand tu parles de ça, qu'est-ce que tu veux dire? Non mais là tu généralises, mais dans ton cas à toi, qu'est-ce qui se passe? Ou une distorsion, il va transformer ce qui a été dit. Parce que, besoin de valoriser. Non mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ou toujours remettre pour que votre communication soit le plus fluide possible et que donc l'échange et le rapport, parce que c'est ça qui est important, soit toujours là et qu'on puisse réellement avoir de l'humain. Et je pense que la PNL, donc après ils vont l'utiliser en vente, ok, si la personne est plus dans ci, je vais vendre plus facilement. Si après on revient, mais c'était le thème d'une autre conférence, si on ajoute à ça tous les leviers de manipulation de Cialdini, vous imaginez bien que ça aide pas mal. Parce que je vais arriver, je vais faire la sympathie, je vais me synchroniser à vous, parce que font les vendeurs. Mais ils le font spontanément. Enfin, il y en a, ils le font spontanément. Il y en a, c'est super travail, mais il y en a. Il y en a à qui on leur apprend. C'est ça. Moi, je leur apprends ça. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ça me fait rire, c'est pour ça que ça me fait rire. Tout à l'heure, c'est ce que j'apprends mes élèves. Bien sûr, c'est ça qui est... En fait, je fais de la PNL sans le savoir. Exactement, exactement. Moi, c'est ce que j'ai aimé avec la PNL, c'est que quand je l'explique aux gens, ils me disent mais ça, je le fais. Alors, vous allez voir, il y a des gens qui le font naturellement. Moi, je connaissais des mecs, ils étaient hallucinants en termes du commerce. Et quand je leur dis, ah, c'est génial, là, tu viens de faire une rupture de pattern, tu viens de faire ça. Alors, moi, je lui explique techniquement. On me regarde, il fait, non, quoi, j'ai vendu un truc. Et là, tu fais, d'accord. Ouais. Parce qu'il le fait naturellement. Et c'est pour ça que la PNL a été intéressant. C'est qu'ils se sont dit, il y a des gens qui font des trucs naturellement, mais on ne sait pas le faire. Et donc, le fait de le décomposer, parce que là, je vous ai décomposé un petit peu une partie de ce que peut être une petite partie de la PNL, fait que tout le monde va être capable. Ok, là, il est en train de faire ça. Alors, tout le monde va être capable s'ils le mettent en pratique. Moi, ce que j'ai remarqué en PNL, si on prend par exemple juste donc cette toute petite parcelle qui est l'intercommunication, je me suis aperçu que les gens, ils apprenaient la PNL. Oui, moi j'ai un diplôme de praticien, un certificat de praticien ou master PNL. On parle avec et on se dit, elle est où ta PNL? Il n'y a rien. Parce que la mettre en pratique, il y a des moments, c'est pas évident, parce qu'on va vraiment synchroniser. Il y a des moments, je singeais les gens, je fais, oh là là, mais je vais me faire griller, c'est pas possible. Personne faisait ça, je le faisais. Hein. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, c'était même pas, on le voyait pas. Je me dis, tiens, c'est étonnant. Mais après, bon, on devient plus subtil. Mais au départ, gros cerveau. Puis vu qu'on sait ce qu'on est en train de faire, on se dit, non, mais c'est pas possible, ça va pas passer. Ah si, ça passe. Parce que là, bon, je vous parle pas de plein de petites techniques, mais il y a des notions où si je parle toujours au même rythme et qu'un jour je commence à parler comme ça 2 petites secondes, j'ai fait parler comme ça, il est rentré plus facilement dans votre subconscient que les mots que je viens de dire avant. Donc si je mets un pic, ou si je fais un bruit avant, n'importe quoi, votre cerveau il va enregistrer ce que je vais dire dans ce demi-temps-là. Ça dure 1 seconde, seulement ça peut insérer une idée, un concept. Ou tout effacer.
Exactement. Moi, je le faisais beaucoup quand je n'allais pas dans le business, où je faisais tomber mon stylo. Et je fais, ah bah, bon, ça c'est pas raté au moins. Hop. Pas raté, ça avait rien à voir. Seulement, vu que je me faisais tuer par le truc, le mec, quand on revient, je dis, bon, bah alors on parlait de ça. Sauf qu'on parlait pas de ça. Et vu que j'avais interrompu le truc, je pouvais relider le truc. Parce que je m'étais fait flinguer. Et moi j'ai fait des tests, bon, je me suis fait détruire, donc je fais, oh, c'est pas bon. J'ai pas dû capter quelque chose. Puis il y a des moments où on n'est pas assez fin, puis il y a des moments où on n'est pas assez bon. Et où pour moi, l'erreur fondamentale, c'est qu'on n'a pas le bon rapport. Et là, on revient sur cette notion, on n'est pas dans l'accueil. Alors peut-être plus même que l'écoute, l'accueil. J'accueille l'autre. Parce que beaucoup, les gens, quand ils vont apprendre la PNL, ils vont se dire, ouais, je vais l'utiliser comme ça. Bah ouais, alors je pense que la PNL, c'est, on la vit. On la vit tout le temps, c'est au quotidien et c'est pas je veux obtenir un truc particulièrement, c'est plutôt ouais, je crée du rapport, je crée de l'humain. Et ça a été pas mal, ouais, je trouve pas mal sali par, ouais, c'est surtout des mecs, bah, c'est utilisé dans les sectes, hein, faut pas se leurrer, c'est utilisé bah, dans le marketing, c'est utilisé dans le commercial, c'est utilisé dans les pubs, c'est partout. Et je trouve que ça a été. Pour moi, hein, là c'est vraiment du purement perso, je trouve que la PNL, c'est un des rares systèmes qui nous crée un rapport avec des êtres humains et qui nous apprend enfin à communiquer avec les gens. Parce qu'au bout du compte, on nous a jamais appris à communiquer. Jamais on nous a dit, non mais oui tu dis bonjour, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu crées dans le bonjour? Un bonjour comme ça veut rien dire. Un bonjour avec un sourire où tu regardes les gens droit dans les yeux. Moi je suis un auditif, alors tu me regardes droit dans les yeux, c'est pas grave. Mais par contre, le timbre de ton bonjour, il va jouer énormément. Si j'entends, c'est ouais, ça va. Quand je dis bonjour, ça va, et que je vois mon pote qui fait ça va. C'est bon. Et on nous a pas appris. Et c'est ça moi que j'avais trouvé génial quand j'ai trouvé ça. Quand j'ai commencé à étudier ça il y a quelques années, j'ai fait waouh, c'est extraordinaire. Et puis là, donc c'est l'inter. Je ferai peut-être une autre conférence sur une autre partie de la PNL, mais il y en a une autre qui est sympa, qui est sur tout ce qui est développement perso. Votre manière de vous tenir va jouer sur vos émotions. Comment changer vos émotions? Je suis pas bien, comment je peux le transformer? Mes addictions, comment je peux les travailler? Il y a des tas de choses, quoi. C'est vraiment, il y a un vrai truc derrière la PNL qui, pour moi, est très lié à l'hypnose, mais ils en parlent jamais et puis au bout du compte, on s'en fout. La semaine dernière, j'étais à un café, puis je vois une fille qui pleure. Et j'étais avec un copain et je dis bah attends, je vais aller la voir. Je dis ouais, je vois que ça va pas, qu'est-ce que vous avez? Je fais vous avez pas besoin de m'en parler, mais vous êtes vraiment triste, il y a quelque chose, c'est lié à quelqu'un, quelque chose, oui c'est lié à quelqu'un. Ok, j'ai pas besoin de savoir, et je lui ai juste fait ce qu'on appelle des submodalités. Je dis ok, cette personne-là, vous allez la revoir ou pas? Non, je pourrais pas la revoir. D'accord. Bon, blablabla, j'ai fait tout un truc, et je lui dis, elle était triste, et je dis maintenant comment vous sentez? Elle me fait je me sens déjà mieux. Le truc ça a pris 5 minutes, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin de faire ouais maintenant tu vas faire ça, ça, ça. On était dans un café, il y avait du bruit autour. Ouais mais ce que j'ai trouvé génial c'est qu'on peut donner ça facilement. Moi je vais souvent à Paris, j'aime bien faire quoi, je vais donner à boire et à manger aux sans-abri. Mais j'y vais tout seul, donc ce qui est cool c'est que j'ai de la vraie communication avec eux. Et eux ils ont plein de choses pas cool. Donc il y a des moments quand ils me disent ouais ça me saoule, blablabla, je leur fais juste 3 minutes, ouais bah imagine ça, mets ça de côté. Laisse revenir ça, quelle émotion t'as, comment tu trucs, ok, pouf, je l'ancre avec un signe, un geste, un truc, un machin. Et on voit qu'en 5-10 minutes, t'as quelqu'un qui va mieux. Alors, Bendler, il vendait le truc, genre moi en 5 minutes, j'arrive à faire passer toutes les phobies. Ouais, moi il y en a, j'ai réussi à faire passer en 5 minutes, il y en a, j'ai pas réussi. Donc j'ai utilisé d'autres systèmes. Mais pour moi, c'est. On n'a pas à se mettre dans la perf dans la PNL, alors que pourtant on pousse la PNL pour la perf, paradoxalement. Parce que c'est toujours être le meilleur. Mais être le meilleur pourquoi? Peut-être être un meilleur humain, un meilleur communicant. Et si on communique mieux avec les gens qu'on aime ou qu'on aime moins, bah au bout du compte, on les aimera peut-être davantage et on s'aimera nous davantage et on transformera nos propres schémas intérieurs, parce qu'après, tout ce qui est communication intérieure, là je vous ai parlé vraiment d'une parcelle, et on peut faire des trucs vraiment extraordinaires. Et moi c'est ça que j'aime dans cette discipline-là. Et on peut le faire à tout le monde, on peut le faire à des enfants, on peut le faire à des adultes, on peut le faire au milieu d'un café, on peut le faire n'importe où. Et c'est pas... on n'a pas besoin d'avoir une étiquette, genre ouais, moi je suis un machin, on s'en fout. C'est fais ça et tu vas voir ça fonctionne. Parce que ça a fonctionné des milliers et des millions de fois. C'est vraiment un truc, c'est incroyable. Il y a des moments où je remets en question, je dis non, mais si on faisait ça autrement, on se dit waouh, c'est quand même bien rodé. Alors,
ce qui est cool, c'est qu'on remet quand même en question. Hein. Mais il y a des belles choses. Et ouais, ça peut s'apprendre facilement. Vous pouvez lire des ouvrages, il y a plein de choses partout. Et c'est un beau système. Mais pour moi, c'est de l'humain. Oui, c'est bien pour négocier ton augmentation, pour gérer un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, moi je trouve ça très drôle parce que ça me permettait de comprendre plein de choses. Et que, au bout du compte, bon, c'est pas très sympa pour les entreprises, mais moi ça me permettait. Puis bon, j'ai eu des super bons rapports aussi avec des gens. Moi, il y a des moments, j'ai allé super cash vraiment pour voir comment ils réagissaient. J'ai une basket, je savais que j'allais me faire détruire. Et je devais réussir à reprendre du rapport. Va prendre du rapport quand tu l'as cassé. C'est là où j'ai vraiment compris, ouais, on est jugé en 3 minutes. Réellement, complètement 3 minutes. C'est super dur. C'est-à-dire que si les 3 premières minutes, elles étaient foutues. Quoi. Et après, je ramais. J'avais beau techniquement partir, le rapport, j'arrivais pas à le recréer. Puis le mec avait déjà créé un mur entre lui et moi. Donc dans un autre contexte peut-être, mais dans un contexte comme ça, c'était Ça me fait rire parce que moi j'ai été recruteur. Ouais. Et puis c'est effectivement, là il est en basket. Ouais, c'est fou. Hein. Et puis avec le temps, je me suis dit, c'est peut-être pas parce qu'il est en basket, il est tout mal habillé, il a une queue de cheval, qu'il n'est pas compétent. Ouais. Donc je vais l'écouter. Et en fait, c'était un super ingénieur. Il faisait exprès pareil. Ouais. En fait, il faut pas. Bah, il y avait des trucs. Et ce sont ces mecs-là les mieux, d'ailleurs. Tous ceux qui arrivent complètement déglingués tout le dos, quoi. Bah, J'avais adoré. Le problème, c'est que moi, je me suis un Cisco, à un moment, on avait insisté pour que je vienne chez eux, j'étais arrivé. Mais Cisco, c'est une belle boîte, quoi. Et je me souviens avoir dit, elle me dit, ouais, mais on aime bien ce type de personnalité, un peu une personnalité. Elle me dit, je comprends, par contre, à gérer, je suis ingérable. C'est hyper dur à gérer. Je dis, vous, en tant que recruteuse, vous aimez bien. J'ai mon éventuel N+1 qui est là, il m'aime bien. Mais est-ce qu'au moment en phase de stress et tout, quand moi je vais avoir ma tête de turc à faire non mais moi je fais ça comme ça parce qu'on envie de le faire comme ça va pas être galère pour le groupe. Parce que ce que je lui disais, et ça a été des conversations que je pouvais simplement avoir parce que justement j'avais pas d'attente derrière. Plus que ça, j'aurais changé de boîte si vraiment ça m'est. Mais j'avais aimé ce rapport à se dire ouais quoi, c'est bien quelqu'un qui a une forme de perso, mais derrière faut le gérer. Et quelqu'un comme moi en entreprise, c'était galère à gérer. C'était amusant à certains moments, c'était bien parce qu'il y a des moments à gérer. Bah, on se dit, ouais, c'est une marre retardement, on ne sait pas ce qu'il va nous faire demain, comment il va arriver, ce qu'il va faire. Donc après, c'est du bon et du bon. Mais derrière, il y a. Moi, sur la notion de PNL, je me souviens avoir fait des recadrages. C'est-à-dire, ouais, mais qu'est-ce que vous allez apporter de bien à notre entreprise? C'est classique. Ou pourquoi je vous prendrais vous plutôt qu'un autre? Et mon recadrage type à l'époque, c'était excusez-moi, mais moi j'ai d'autres entreprises qui sont intéressées par moi. Vous, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres entreprises? En recadrage, je l'ai fait plein de fois. Hein. Alors, il y en a qui m'ont dit aïe, mais j'adorais voir comment ils étaient. Alors là, c'est complètement, j'ai le lead, ils sont en pace. Ce qui est impossible, quoi. Un recruteur déteste ça. Il se dit, mais c'est qui ce petit con? Et c'était génial de voir comment ils devaient se dépatouiller avec. Voilà, pour un poste de commercial, c'est une excellente réponse. Ouais, pour un poste de commercial, c'était la bonne réponse. Mais dépend du poste. J'ai eu des trucs vraiment intéressants et il y avait des RH qui étaient, oui, vraiment, c'était magnifique. Et il y en avait qui, on sentait qu'ils n'avaient pas encore le bagage. Quoi. Mais c'est ce qu'on appelle en PNL un recadrage. Hein. Je recadre, ok. Parce qu'ils me disaient, ou parfois quand je sentais que c'était vraiment, j'allais être le subalterne, je posais et je disais, recadrage de base, je fais, attendez, mais on va être collaborateur ou je vais être votre subalterne? Vu que le terme sémantique, les personnes n'arrivent pas forcément à jouer forcément avec le truc, automatiquement je vais être un collaborateur qui va être subalterne. Mais ça il peut pas le dire parce que derrière moi ça me met en état, je pouvais rebondir en dire ah ouais donc en gros vous m'estimez pas. Et alors que c'est moi qui dois me vendre pour la boîte, la boîte d'un coup doit se vendre pour moi. C'est un jeu, mais ça a marché très très bien. Ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de réponse à ça. Il y avait mais non, mais un collaborateur. Ah, donc vous êtes un futur collègue. Donc déjà, on est dans une futurisation. Donc on est déjà intégré dans l'entreprise d'une certaine manière. Donc dans ce cas-là, vous êtes bien d'accord que blablabla. Bon, après, c'est vraiment du jeu. Hein. C'est du jeu. Et je comprends quand c'est l'entretien de notre vie que fait ça. Que les gens ils ont pas envie de jouer forcément. Moi j'ai toujours aimé jouer, mais après c'est ça. Donc voilà pour ce soir pour la PNL.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques, observations? Non? Je sais pas si on en refera une, peut-être sur le thème plus développement perso, pour que je vous explique un peu les submodalités et les petites choses comme ça, qui peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais, si je cogite à 2-3 exos que vous pourrez faire vous-même, parce que l'intérêt, moi en tant que praticien, ce que j'aime, c'est rendre indépendant les gens. Je vois pas l'intérêt que les gens viennent 70 fois. S'ils doivent venir 70 fois, ils viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez déjà des outils pour, ok, j'ai une émotion comme ça. Ok, j'ai tel truc, ok, je le mets loin, je fais ci, je le range, je fais ça, ça vous prend 10 secondes et vous pouvez changer vos états émotionnels. Si vous changez votre état émotionnel, vous changez votre état d'esprit. Et je suis en colère, je suis pas bien, d'un coup je me sens plus apaisé. Je dis pas que vous êtes zen, mais je regarde, je suis bien, je suis mieux avec moi. Bon, je suis pas facile. Hein. Bien sûr, mais tout ça, ça s'apprend. Là, on revient sur la notion de 10. Changement de comportement, changement d'émotion, changement de... Exactement, mais là, c'est comportement, donc qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? C'est tout un travail. Exactement, donc il vous faut des outils. Là, on reprend 10, hein. C'est vraiment le truc. Qu'est-ce qu'il faut pour changer un comportement? Il faut avoir un apprentissage, donc des capacités nouvelles. Et à partir de là, on peut commencer à penser. Ah, alors après, il y a du travail, hein. C'est pas parce que vous avez des outils que ça fonctionne. Mais on a des outils qui nous permettent, ou en tout cas qui ouvrent des portes pour commencer à changer quelque chose. Sans qu'il y ait d'absolu, hein. La personne qui vous dira le système est absolu. Non, mais si déjà on peut commencer, c'est déjà bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous faites des formations en PNL, vous disiez. Non, en PNL, j'en fais pas, je vais en faire en ligne, mais